Tu veux commencer? Non, Donc, moi, c'est Clémentine. Ça fait 2 ans que je suis à l'orchestre. Je suis rentrée il y a presque 2 ans. J'ai commencé l'alto à 7 ans. La musique un petit peu avant parce qu'on commence par le solfège. Puis ensuite, 2 ans plus tard, j'ai fait du piano et du clavecin que j'ai continué pendant longtemps jusqu'à la vingtaine. Après, je suis partie au Canada et je me suis consacrée uniquement à l'alto, mon premier instrument. Et puis, quoi d'autre? Voilà. moi, je m'appelle Sonia, donc je suis à l'orchestre depuis 5 ans maintenant. Et j'ai commencé la musique assez jeune, à 4 ans, par le piano en fait. Et j'ai commencé la clarinette ensuite à 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, j'ai vraiment commencé d'abord par le piano, que j'ai continué aussi pareil toutes mes études. En fait, j'ai dû m'arrêter vers 18-19 ans. Et après, j'ai fait donc que de la clarinette, parce que bon, c'est vrai qu'on doit un peu se spécialiser si on veut aller loin. Et quoi d'autre? Voilà, j'ai fait mes études après à Paris. Je suis partie à 17 ans à Paris. J'ai fait pour en fait intégrer un lycée à horaire aménagé où je pouvais avoir les cours le matin et travailler la clarinette l'après-midi. Ce qu'il n'y avait pas dans ma ville de naissance à Toulouse. Donc voilà. Justement, parce qu'on est les deux bisous de l'orchestre. Non, parce que c'est étonnant en fait. On a 2 instruments qui ont exactement le même travail à faire à l'orchestre. Les mêmes fonctions. Les mêmes fonctions, ouais. Ouais. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de jouer ensemble, déjà parce qu'on s'entend très bien. Et puis parce que c'est vraiment 2 sons qui se mêlent très très bien en fait. C'est les mêmes tessitures, c'est la même sonorité. Les et puis timbres. La aussi. même manière de jouer en fait, parce que c'est même personnalité aussi, parce que en fait c'est l'instrument qui finit par forger. Je pense qu'on ne choisit pas un instrument par hasard. On choisit aussi en fonction de sa personnalité et qu'après, je pense aussi l'instrument transforme aussi notre personnalité. Et c'est vrai que dans l'orchestre, quand on a une voix médium et qu'on doit faire du lien, on a tendance à avoir plutôt une oreille différente, un peu, puis une sensibilité un peu flex. Oui, c'est assez cool, flexible. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir s'adapter en fait. Oui, Ce qui n'est pas forcément donné à certains autres instruments qui ont beaucoup moins ce rôle-là et qui du coup dans leur personnalité deviennent aussi en fait. Donc on s'est dit que pour un travail de musique de chambre, c'est hyper agréable justement de travailler ensemble parce que là-dessus on se ressemble beaucoup. Ouais. Voilà.
Donc on a commencé de jouer le duo de Ignace Pleyel. Donc c'est un compositeur autrichien qui a été naturalisé français. Et donc il est contemporain du compositeur Haydn, qui est un peu plus connu. En fait, Pleyel est surtout connu pour la fabrication de pianos. C'est lui qui a vraiment inventé le piano moderne, on va dire. Avec du coup, pour la première fois, on avait un piano avec des marteaux qui tapaient, en fait, qui frappaient et qui pinçaient pas les cordes. Et donc il a ouvert une usine, Pleyel, une manufacture qui est toujours présente encore aujourd'hui. Et à chaque fois que vous allez dans une salle de concert, vous voyez en général un piano Pleyel. Donc il est surtout connu pour ça. Et là, on vous a joué donc juste le deuxième mouvement d'un de ce duo, en fait. Et donc c'est vraiment un duo qui a été écrit pour clarinette et alto, ce qui est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de répertoire en fait pour cette formation-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce duo, malgré le fait que c'est vrai qu'il y a surtout la clarinette qui est mise en avant et l'alto qui accompagne, qui a vraiment une partie d'accompagnement qui n'est pas forcément très intéressante. Mais voilà, on l'a choisi parce qu'il faut, pour montrer aussi voilà, la musique de cette époque-là et parce qu'il n'y a pas beaucoup de répertoire. Alors moi, oui, ma sœur aînée fait du violon. Et on a eu la possibilité d'essayer des instruments quand on était petits. Et puis, il y avait l'alto parmi ces instruments. Et j'étais contente qu'il ressemble à peu près à l'instrument de ma sœur. Alors, et puis après, c'est devenu une évidence. Ça m'a tout de suite plu. Voilà. Moi, je ne me souviens pas pourquoi. Parce que le piano, ça m'a été imposé. Enfin, imposé. Enfin, bon, à 4 ans, on ne dit pas je vais faire du piano. Donc voilà, c'est ma maman qui nous a mis tous les deux, mon frère et moi, au piano pour développer l'oreille, le cerveau aussi. Et je ne sais pas pourquoi, à 7 ou 8 ans, j'ai décidé que je voulais faire de la clarinette et je crois que je les ai un peu saoulés avec ça. Donc ils ont fini par abandonner, lâcher prise et me donner une clarinette. Et puis ouais, ça s'est bien passé en fait. Dès que j'ai joué, les premiers sons que j'ai sortis, bizarrement, j'avais à peu près le son que j'ai maintenant en fait, ce qui est assez rare parce qu'en général c'est vraiment la chose qui évolue le plus dans les études et la carrière en fait. Et moi j'avais déjà un son à peu près, parce que c'est vrai que quand on débute normalement c'est pas très beau quoi. Après le reste c'était pas ça, hein, mais déjà le son c'est pas mal. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de continuer. Et puis j'ai été aussi encouragée par mes professeurs de l'époque. Donc voilà. Alors notre emploi du temps, déjà ça varie en fonction des semaines, en fonction des séries qu'on fait. Si on fait de la musique symphonique, on va plutôt commencer sur une semaine normale. Donc c'est lundi, on fait matin-après-midi. Mardi, matin, après-midi, mercredi, matin, soir. Et ensuite, à partir de jeudi, en général, on a des concerts, jeudi, vendredi. Et parfois, on fait des concerts en région. On bouge pas mal en Bretagne, en fait. Donc, les séries durent parfois plus qu'une semaine, puisqu'on reprend le même programme, en fait. On fait une petite tournée bretonne, quoi. Et ensuite, sinon, quand on fait des séries opéra, là, on travaille moins le matin. Parce que les chanteurs ont du mal à chanter le matin. Donc on répète pour eux l'après-midi et le soir. Mais finalement, c'est pas plus mal, parce qu'ensuite, quand on commence les concerts, on bosse tous les 2 jours. Donc c'est finalement plus strict et plus régulier en fait, dans les horaires. Après, c'est quand on repasse sur une série symphonique où c'est un peu compliqué de rebosser de nouveau du matin. Enfin, moi, j'ai un peu du mal, personnellement. Mais voilà, il faut s'adapter. On n'a vraiment aucune semaine qui est pareille. Puis surtout là, avec la période, on ne sait pas trop à l'avance quand est-ce qu'on va travailler. Voilà. Et sinon, pour les heures à la maison, c'est
Ça dépend. Quand on a des programmes difficiles, on passe facilement 3-4 heures par jour en plus à travailler. Après, si c'est juste de l'entretien, 1 heure et demie, moi ça me suffit en général. Je fais des gammes, des choses comme ça. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait pendant les périodes de confinement. Comme on n'avait pas de concert prévu, ni pas de programme, on travaillait juste pour nous, mais à un moment on tourne en rond, donc on fait juste de l'entretien en fait pour pas perdre le niveau, et puis on attend d'avoir des nouveaux morceaux, travailler. Voilà. Oui, voilà, c'est à peu près le même schéma pour moi. Il y a l'entretien, beaucoup d'entretien, surtout pour garder les muscles en forme, et puis pour garder la précision aussi dans toute la palette qu'on doit avoir quand on joue dans un orchestre. Être capable de jouer très doux, très fort, différentes articulations. C'est important d'entretenir tout ça tous les jours, enfin, quasiment tous les jours, parce que parfois on se repose aussi, puis pendant les vacances c'est salvateur. Mais voilà, ça s'articule entre les temps de répétition et puis bosser les partitions. On a joué 2 mouvements de duo de Paul Hindemith. Il les a composés pour sa femme et lui. Hindemith, c'est un compositeur du XXe siècle. Il était clarinettiste et altiste, donc il était vraiment très doué. Très bon interprète, il composait aussi très bien. Il a beaucoup composé pour l'alto, ce qui est très bien parce que le répertoire jusqu'à présent était relativement pauvre. Et puis, Hindemith, c'est une musique avant-gardiste. Pendant la guerre de 40, sa musique a été jugée décadente, donc il a dû quitter le pays et donc il a pas mal voyagé, et pendant ses voyages, il a beaucoup composé. Et voilà, et donc c'est 2 duos pour sa femme qui faisait du violoncelle. Donc moi j'ai transcrit pour alto, parce qu'en fait violoncelle et alto ont les mêmes cordes,
Donc c'est juste que la tessiture n'est pas la même, mais on trouvait que la clarinette et l'alto se marient très bien et ça sonne très bien. Donc on a décidé de jouer ces deux duos. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre en fait. Que ce soit violon, alto, violoncelle, ils font partie de la même famille. Donc c'est juste du plus petit au plus grand. Et puis du plus aigu au plus grave en fait. Avant même il y en avait d'autres, il y avait les 24 violons du roi, donc il y avait encore plus petit qu'un violon, il y avait plus gros qu'un alto, voilà, et puis il est resté finalement donc le violon, l'alto, puis le violoncelle. Et voilà, donc chacun a son caractère, a ses timbres, et puis les tessitures. C'est vrai que l'alto est médium, se trouve au milieu, il fait le lien entre le violoncelle qui est assez grave et puis le violon qui est très aigu. Voilà, donc l'alto se trouve vraiment entre le... Il peut jouer assez grave et puis assez aigu, voilà. Ah oui, alors parce que ça remonte à il y a assez longtemps, en fait, les Italiens déjà, au XVIe siècle, les Italiens aimaient beaucoup le violon. Donc les compositeurs ont beaucoup composé pour le violon. Donc ça... Du coup, l'alto avait un rôle un peu secondaire. Il faisait le lien entre le violoncelle et le violon, donc des rôles d'articulation, de rythmique, hein, l'harmonie. Donc il avait quand même moins de succès que son petit frère. Et puis ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Les violonistes, souvent, c'était des retraités ou des mauvais violonistes qui passaient à l'alto parce que les parties étaient moins difficiles, donc il n'y avait pas besoin vraiment de travailler. Et puis avec Wagner, avec certains compositeurs, Tchaïkovski aussi, et puis grâce aussi à Hindemith, ces compositeurs se sont vraiment intéressés à la tessiture de l'alto, à son caractère, à ça. Il a une certaine mélancolie qu'ils appréciaient énormément, Berlioz aussi. Et ça a contribué finalement à développer le répertoire pour l'alto. Et du coup, les instrumentistes ont dû de plus en plus se spécialiser. Et du coup, aujourd'hui, il commence à être plus connu, mais il y a quand même quelques siècles de retard. Donc peut-être dans quelques siècles, il sera aussi connu que le violoncelle ou le violon. Voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est assez similaire à l'alto. Nous, dans notre famille des vents, on a un peu la même place. En fait, on a une tessiture qui est très grande, qui est d'ailleurs la plus grande des familles des vents. Parce qu'en plus, il y a plein de clarinettes. Il y a la clarinette contrebasse, clarinette basse. Donc, il y a une énorme famille. C'est la plus grande famille des instruments à vent. Et en fait, on a les parties, et donc en tout cas à l'orchestre, on a souvent les parties médium, on fait le lien en fait. Un peu comme l'alto fait le lien dans les cornes, on fait le lien dans les vents, dans les petits bois en tout cas, entre hautbois, flûte, basson. Et en fait, à l'époque, donc c'est vraiment à l'époque de Mozart où la clarinette a commencé à exister entre guillemets. Juste avant, il y avait quelques petites clarinettes, mais c'était vraiment les débuts, quoi. C'était des instruments qui ne marchaient pas. Il n'y avait déjà pas toutes ces clés. Il n'y avait que 7 ou 8 clés, en fait, à l'époque de Mozart. Et c'est vraiment lui qui a lancé, en fait, l'instrument, qui a écrit le concerto hyper connu de Mozart, voilà, qui a trouvé, en fait, un clarinettiste qui était vraiment un virtuose. Et il a écrit toutes ces pièces pour lui. Et c'est lui qui a fait rentrer l'instrument dans l'orchestre. C'est pour ça qu'on parle d'orchestre Mozart. C'est notre effectif, par exemple, donc c'est-à-dire les bois par deux et 2 corps de trompette. Et en fait, à cette époque-là, c'était les cornistes qui jouaient de la clarinette. Voilà. Et comme quoi, les traditions sont un peu difficiles à casser. Parce que c'est passé en fait dans l'esprit des gens que la clarinette c'est un instrument facile, puisque les cornistes, ils posaient leur instrument, ils prenaient la clarinette, ils faisaient poète, 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 c'est facile. Puis ils jetaient ça et puis ils reprenaient leur corps. Et en fait, à part donc Stadler, qui a été le clarinettiste pour qui a été écrit le concerto, tout ça, en fait à part lui, il n'y avait pas grand monde qui savait vraiment jouer de la clarinette. Et c'est venu après. Mais c'est vrai que quand on parle souvent aux cornistes, ils aiment bien les clarinettistes, mais la clarinette, moins. C'est vrai que c'est resté dans leur esprit. Et du coup, c'est passé en fait, un peu comme l'alto, on a un peu les bisous, quoi. On a les bisous. Il y a toujours des blagues sur nous.
Et parce que voilà, mais ça remonte en fait à une époque tellement lointaine, mais ça passe de génération à génération. Puis les profs en fait perpétuent la tradition, donc ce qui est un peu, voilà, c'est le bizutage. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est une tessiture assez médium, donc un peu comme la voix. Après, c'est vraiment l'utilisation qu'on lui donne à l'orchestre, mais en réalité, c'est un instrument qui a une tessiture vraiment très très grande et qui peut aller très aiguë, où là, clairement, la voix ne peut pas aller. Et très grave aussi si on change d'instrument. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs, surtout Schubert, ce genre de compositeurs, ont écrit pas mal de petites musiques de chambre avec une voix, un piano. Donc c'est vrai que c'est un instrument qui se mêle très très bien avec la voix, avec le chant. Donc oui, je suis d'accord avec cette phrase.
Et donc le troisième duo qu'on nous a joué, c'est un duo de Gordon Jacob, qui est un compositeur anglais. Et là aussi, donc, c'est un duo qui est écrit pour clarinette alto, donc on n'a pas fait de transcription. Et donc ce compositeur, il est né en 1895. Et en fait, il est surtout connu pour ses musiques de films. Il a fait en fait beaucoup de musiques de films britanniques. Donc après, c'est pas forcément des films qu'on a vus, mais il a composé beaucoup pour les musiques de films. Et là, ce duo-là, en fait, il l'a composé en prison parce que il a fait la guerre, en fait, la première guerre. Et il s'est retrouvé emprisonné, et donc il a eu tout le temps pour composer ce duo. Voilà. Ça dépend comment on le fait. Si c'est bien fait, la vulgarisation, c'est bien, mais il faut... S'il y a du contenu, oui. Et surtout, c'est ça, s'il y a un bon niveau. C'est encore une fois, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien, justement, d'essayer de toucher le plus grand public, mais il faut quand même que l'artistique reste, qu'il y ait quand même une base correcte, quoi. Parce que souvent, c'est le problème quand on fait de la vulgarisation, c'est que le niveau des instrumentistes n'est pas très bon, même le niveau des solistes qui viennent jouer, c'est pas forcément top, et je pense que ça dessert plus la musique qu'autre chose, en fait. Il faut garder aussi beaucoup de rigueur, et c'est beaucoup de travail. Il faut garder ce haut niveau dont on a besoin, qui est un peu comme les athlètes. Je veux dire, on bosse beaucoup, et puis l'interprétation, c'est pas bêtement lire des partitions aussi, donc ça demande beaucoup de travail. Donc tant que ça c'est respecté et qu'on le respecte, la vulgarisation sans problème après. Sacraliser, non. Mais c'est vrai qu'il faut garder quand même un certain standing. Voilà. Alto clarinette, il y a le concerto de Brohr, qui est magnifique. Très très beau, ouais. Concerto de Brohr pour donc un double concerto. Ouais. Donc il y a orchestre, et puis les deux solistes sont alto et clarinette, de Max Bruch. Et puis après... Et puis c'est vrai qu'après ces deux instruments, il y a aussi beaucoup de trios piano, donc alto clarinette, qui sont très très beaux, de Max Bruch aussi, de Mozart. Mozart, il y a le trio des quilles de Mozart. Et puis on a un Schumann aussi. On a Schumann. Pas mal, en fait, il y a pas mal de répertoire, mais c'est vrai qu'en duo, moins. Avec piano, parce que ça demande quand même un instrument qui est bien remplissage harmonique, et puis de texture que uniquement nos deux instruments. Mais voilà.